Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui, bien dans son job, on parle de l'entreprise, lieu de justice. On va y revenir avec Élise Chaumont, elle est psychologue associée du cabinet Egidio. On fera le point avec elle sur ce qui se passe dans l'entreprise, parfois des tensions terribles entre des collaborateurs. La pause café, est-ce que c'est pas si mal finalement de travailler à Noël? On fera le point avec Caroline Ricross, journaliste à Bismart. Et puis Cercle RH, un grand entretien. Le club des 300 pour plus de femmes dirigeantes dans le monde du sport. Et on en parlera avec Marie-Françoise Potreau, elle est la vice-présidente du Comité national olympique des sports français, en charge de Paris 2024 et donc de la mixité. On fera le point avec elle sur ce sujet. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, gérer tous les types de contrats dans l'entreprise. Il n'y a pas que les CDD et les CDI, il y a d'autres possibilités. Et on fera le point avec Mathilde Lecause. Elle est DRH de Mazars et présidente du Lab RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de l'entreprise, on parle de l'entreprise qui parfois traverse de grandes difficultés, du harcèlement, des difficultés internes et donc des enquêtes. Elles sont menées par les services RH, elles peuvent être menées aussi par des cabinets extérieurs et on va faire le point justement avec Élise Chaumont. Bonjour Élise. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes associée dans ce cabinet Egidio qui justement mène ces enquêtes internes. D'abord, pour resituer avant de parler de méthodo, on a eu Oxfam, on a eu la Fédération française de football à travers un excellent article dans SoFoot, des affaires de harcèlement. C'est des cas sur lesquels vous allez intervenir. Exactement. Donc, ce qu'on se disait juste avant en préambule, c'est que effectivement, on peut être soit sur des situations où les entreprises les portent en interne et vont avoir des semi-crises à gérer et les gèrent en interne, soit ils font appel à des cabinets extérieurs, des organismes extérieurs, tels que notre cabinet Egidio, pour réaliser des enquêtes qui vont avoir donc l'obligation de qualifier des faits. Mais c'est du sérieux. Hein. Oui, c'est très sérieux. Quand on parle de toute manière de harcèlement... Vous n'êtes pas assermenté, excusez-moi, parce qu'on parlait de justice. Donc le salarié doit vous dire, mais au nom de quoi vous intervenez? Je ne m'exprime pas. Alors... c'est compliqué, ça. C'est aussi pour ça que dans notre démarche, on travaille en amont avec les employeurs et au plus haut niveau, c'est-à-dire qu'on est assez souvent mis en relation avec les directeurs généraux pour qu'on mette en place un contrat qui nous engage ensemble. C'est-à-dire que Egidio, notre démarche à nous, c'est de se dire que dès qu'il y a alerte, puisqu'il y a obligation de l'employeur de répondre à l'alerte et donc de mettre en place une enquête. Donc très en amont. Interne, exactement. Une fois que vous déposez votre petit sac, votre petit carnet, vos équipes, vous et toutes les personnes qui travaillent chez Egidio, il y a une méthodologie et j'allais dire, en allant plus loin, il y a une éthique. Oui, il y a une éthique. C'est-à-dire que nous, systématiquement, nous travaillons sous mandat employeur. C'est-à-dire que nous portons nos conclusions et donc la qualification que l'on fait des faits jusque devant le juge, si nécessaire, aux côtés de l'employeur qui nous a mandatés. Donc ça vous oblige évidemment à une obligation de déontologie. Claire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter nos conclusions. Donc il nous arrive souvent de devoir dire des choses assez désagréables en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur des enquêtes. Attendez, un cas concret pour le dire simple, il y a des affaires de harcèlement, on accuse un manager ou un top manager, votre enquête a lieu. À un moment donné, avant que ça aille en justice, parfois ça ne va pas en justice, vous vous retrouvez devant le directeur général et vous lui déposez vos conclusions. Tout à fait. Alors, c'est là où ça commence à devenir difficile. En fait, il y a vraiment une ligne à suivre, c'est-à-dire qu'on part du mandat employeur. Derrière, nous réalisons l'enquête. L'enquête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller à l'intérieur de l'entreprise faire des auditions auprès des personnes, qu'elles soient mises en cause, qu'elles soient plaignantes et qu'elles soient témoins. Ensuite, on va travailler sur notre analyse, la corrélation des faits, etc. Et en fait, la spécificité aussi du cabinet Egidio et donc du fait que ce soit fait par des psychologues, c'est qu'on va contextualiser les faits. Donc on va analyser sous le prisme des risques psychosociaux en entreprise les faits qui nous auront été donnés et donc pouvoir
comprendre. Donc en fait, on ne justifie pas les comportements qui ont été opérés, mais on les fait comprendre, vous les contextualisez. En termes de système. Exactement. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pu avoir lieu et comment est-ce qu'ils ont pu être maintenus dans un système? Je vous ai coupé la parole, Élise, pardonnez-moi, mais quand même, il s'agit d'hommes et de femmes qui sont accusés. Oui. C'est quand même des sujets d'une très grande sensibilité. Des hommes, parfois, sont accusés à tort. Parfois, ils ont commis ces actes. C'est très sensible. Tout à fait. Donc, ça arrive, on est d'accord. Ah oui, bien sûr que ça arrive. Ça arrive même. Qu'il y ait des erreurs. Bien sûr, bien sûr. Le fait est que dans le mandat employeur dont je vous parlais, on se met aussi d'accord sur les conclusions de restitution. C'est-à-dire que nous, on s'arrête une fois que l'enquête est terminée et on ne va pas plus loin. Par contre, on dit dès le début ce qu'il va falloir faire de la suite. C'est-à-dire qu'il y a la réhabilitation de toutes ces personnes à l'intérieur de l'entreprise. Qu'elles soient plaignantes, qu'elles soient mises en cause et qu'elles soient témoins. Et donc de l'entreprise en tant que telle. Oui, c'est la marque qui est ébranlée, c'est les salariés à l'intérieur. Exactement. Et donc ça, il y a des gens qui le font mieux que nous, donc on le délègue. On s'arrête à la suite. Mais par contre, on dit clairement aux entreprises qu'il va falloir qu'elles le prennent en charge derrière. Vous avez une recrudescence de ces enquêtes internes, parce qu'on voit à travers des faits médiatiques, je ne vais pas les reciter, mais je parlais de la Fédération française, d'Ocfam et de beaucoup d'autres entreprises. Est-ce qu'il y a une recrudescence? Est-ce que la parole se libère? Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité? Oui. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un effet d'appel d'air qui fait qu'on est effectivement plus sollicité parce qu'on a levé aussi des tabous. Maintenant, il y a aussi tout un aspect de notre métier qui est de la pédagogie, c'est-à-dire ce qui est du harcèlement et ce qui n'en est pas. Puisqu'il y a aussi parfois des confusions entre ce qu'on appelle du conflit, voire du conflit grave en psychologie, et du harcèlement, qui est, lui, pour le coup, très caractéristique au niveau de la loi. Il existe dans la loi. Exactement. Alors que le conflit et le conflit grave, non. Donc ça veut dire que vous avez, vous et vos équipes, et ça va vous arriver d'avoir ces personnes en face de vous, une obligation d'explication, trouver le bon mot face à une personne qui est en souffrance, pour le dire simplement, lui expliquer non, on n'est pas dans du harcèlement. Exactement, c'est tout à fait ça. Notre valeur aussi en tant que psychologue, c'est de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et donc c'est d'accepter la douleur qui est exposée, qu'elle soit d'ailleurs de la partie plaignante, qu'elle soit de la partie mise en cause comme des témoins. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre dans le harcèlement, c'est que si on est deux sur une île, il n'y a pas de harcèlement. Il n'y a harcèlement que parce qu'il y a collectif. Et donc, il y a système qui s'est mis en place par rapport à ce harcèlement. Vos rapports, on les met dans l'armoire. Parfois, on ferme la porte à clé, on met un cadenas. Ou vous poussez quand même à une promotion du rapport, parce que les salariés l'attendent. Et en général, ils disent, moi, je ne l'ai pas vu ce rapport, mais il n'existe pas. Alors, c'est un vrai sujet pour vous, la pression est forte. C'est un vrai sujet, et c'est aussi pour ça qu'on le dit dès le début avec l'entreprise. Le besoin pour nous, c'est la confiance. C'est la confiance entre des partenaires, qui soient internes et nous externes. Il faut qu'on puisse dire, parce qu'on le dira, puisqu'on va devoir porter potentiellement devant le juge, donc ils vont devoir accepter ce qu'on va avoir à leur dire. C'est dur côté parfois employeur d'entendre cette réalité qui lui explose au visage. Oui, ça peut. Et c'est pour ça que à chaque étape de la démarche, on est très en lien avec nos mandants, aussi parce que il faut qu'ils sachent, et également avec leur conseil juridique. On est sur les deux fronts. Chacun dans sa partie, bien évidemment, chacun son métier, mais on est très en lien sur ces systèmes-là parce que derrière, potentiellement, ça peut aller beaucoup plus loin que juste le périmètre de l'entreprise. Vous avez un double enjeu, à la fois recadrer parfois certains collaborateurs salariés qui s'enflamment, je mets des guillemets, et en même temps dire la vérité, rien que la vérité aux chefs d'entreprise qui parfois n'acceptent pas la réalité. Alors, dans la majorité des cas qu'on a eu à faire, comme nous mettons clairement les pieds dans le plat sur le fait qu'on dira ce qui se passe et que nos conclusions ne sont pas négociables et achetables. Donc d'une part parce qu'on est sous mandat, d'autre part parce qu'on ne fera pas, là où on fait des enquêtes, on ne fait pas de conseils. Et la troisième chose, c'est qu'on se fait payer en amont avec des acomptes, donc nos conclusions ne sont pas négociables. Vous avez tout résumé. Les personnes doivent accepter ce qui va leur être dit. Généralement, quand vous êtes quand même face à des DG, ils n'ont pas très envie juste de se dire « oui, c'est pas très très grave, il se passe un peu ça, un peu ça ». Non, ils ont vraiment envie de savoir ce qui se passe pour pouvoir répondre à leurs obligations et aussi potentiellement faire du ménage chez eux. Merci Élise Chaumont, merci d'être venue sur le plateau, c'est un sujet passionnant. Merci, vous êtes associée au cabinet Egidio, vous avez parfaitement résumé l'action que vous menez, qui est une action importante évidemment pour la libérer confiance des salariés envers leurs dirigeants. Exactement. Merci.
Voilà, ce sujet sur les enquêtes internes bien dans son job. Et tout de suite, eh bien, la pause café avec Caroline Ricross. Faut-il travailler à Noël? Bah oui, c'est une question importante et on en parle avec elle. La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Salut Arnaud. On va parler d'un sujet étonnant, parce que je m'étais dit qu'on allait parler vacances. Et vous choisissez, vous, de nous parler, Caroline, des salariés qui travaillent pendant les congés. C'est bien ou c'est pas bien? Enfin, ils sont contents ou pas? Alors ils sont contents, ça je ne sais pas vraiment, mais en tout cas ce que je vais essayer de démontrer, c'est que finalement c'est peut-être pas si mal que ça que de travailler pendant les vacances de Noël quand il y a beaucoup de salariés qui sont en vacances. Vous êtes comme ça, vous? Bah oui, je me dis quand même, il faut. D'après les chiffres du ministère du Travail, près d'un salarié sur deux seulement prend des congés justement pendant cette période de vacances de fin d'année. Donc au final, pas mal de gens travaillent, pompiers, restaurateurs, conducteurs de bus. Certaines professions en fait ne lèvent pas du tout le pied pendant les vacances de fin d'année. Donc, travailler pendant les fêtes, ça peut quoi, booster la productivité? Alors, ça peut booster la productivité, mais ça peut d'abord, évidemment, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on est un peu moins stressé que pendant tout le reste de l'année. Pourquoi on est moins stressé? Alors, ça dépend évidemment du métier que vous exercez, forcément. Oui. Mais travailler pendant cette période, en fait, ça peut être moins stressant déjà parce qu'il y a moins de circulation. Donc, pour venir au travail, si vous venez en voiture, déjà, c'est un petit peu moins compliqué. Pareil, les gens de la ville, je précise. Tout à fait. Pareil, si vous prenez les transports en commun, il y a un peu moins de monde dans les transports en commun. Donc, vous arrivez au travail un petit peu plus détendu. Pareil, au travail, comme il y a de moins en moins, vos collègues sont la plupart en vacances. On est tout seul. Et vous êtes un peu tout seul, donc c'est un petit peu moins stressant, il y a moins de bruit, vous recevez peut-être un peu moins de mails, etc. Donc vous êtes un petit peu mieux. Donc travailler pendant les vacances, ça permet aussi d'un point de vue pratique, il faut le dire, de décaler ses congés, de partir hors période de vacances scolaires et peut-être de payer moins cher d'ailleurs ces voyages. Tout à fait, de quoi profiter pleinement des vacances par exemple de février, pourquoi pas, ou en effet si jamais vous pouvez parce que vous n'avez pas d'enfants ou alors vos enfants sont grands et sont déjà partis de la maison, partir en dehors des périodes scolaires, votre employeur sera peut-être un tout petit peu plus ouvert justement à cette négociation de partir hors vacances scolaires. Et puis une autre bonne nouvelle également, c'est que vous gardez vos congés du coup, donc vous avez un peu plus de temps et puis en dehors des vacances de Noël, c'est également bon pour votre porte-monnaie de partir à ce moment-là. Oui, évidemment. En fait, c'est quand même un avantage. L'autre avantage... Pas avoir d'enfants, vous l'avez bien précisé. Pas avoir d'enfants. L'autre avantage dont nous n'avons pas encore parlé, c'est donc que c'est pas mal pour votre productivité également, puisque du coup, vos collègues ne sont plus là, donc vous êtes un peu plus au calme. Les clients ou les collaborateurs avec qui vous travaillez le reste de l'année également sont en vacances et profitent des fêtes de Noël avec leur famille. Donc c'est pas mal pour avancer sur vos dossiers, pour boucler un peu les dernières choses de fin d'année. Et puis comme vous êtes en poste alors que vos collègues sont en vacances, vous allez aussi peut-être être amené à assurer une espèce de veille, une espèce de permanence au bureau. Une bonne occasion également de disposer d'un peu plus d'autonomie et de responsabilité qu'habituellement. Et donc après, c'est peut-être pas mal aussi pour la rentrée. Comme ça, vous avez montré que vous êtes autonome, indépendant. Quel calcul, c'est vraiment Je tiens à dire que je ne travaille pas pendant les vacances de Noël. J'allais vous poser la question, mais je la gardais pour la fin. Oui. D'un point de vue pratique et juridique, ça c'est important, est-ce que votre employeur peut vous obliger à travailler? Et ça répond implicitement à ce que vous venez de nous dire. Alors oui, il peut nous obliger parce qu'en fait, il n'existe qu'un seul jour férié obligatoire qui est chômé, durant lequel on ne peut pas obliger le salarié à travailler, c'est le 1er mai. Voilà, puisque c'est la fête du travail. Donc, en effet, on n'est pas obligé de travailler. Alors, quand même, il y a pas mal de conventions collectives qui rajoutent des jours fériés, et notamment celui de Noël ou encore du jour de l'an. Lorsque le salarié travaille pendant les vacances de Noël, alors qu'il s'agit d'une période normalement chômée dans son entreprise, il aura peut-être une contrepartie, c'est-à-dire soit une prime ou alors un jour de repos supplémentaire. Ça, c'est vrai pour ceux qui travaillent sur Noël. En journalisme, c'est différent. Moi, une année, j'avais fait ça, j'avais fait Noël et Nouvel An, et je pensais être payé plus. Il faut vraiment bien regarder les conventions collectives parce que c'était un jour de salaire normal. Je vous le confirme, moi aussi, j'ai souvent travaillé à Noël et au jour de l'an pour des chaînes de télévision et je le faisais sans supplément. Ben voilà. Mais je le faisais avec plaisir par ailleurs. Est-ce que à l'envers, l'employeur peut vous obliger à justement prendre des congés? Il vous oblige et il vous donne ses dates? Eh bien oui, il peut si jamais l'entreprise ferme pendant les vacances de Noël ou là encore si la convention collective de l'entreprise fait en sorte que Noël soit donc un jour férié. Donc là, il peut vous obliger à prendre un jour de congé ou même une semaine de congé. Là aussi, c'est du RH, c'est ce que font les RH.
RH ou les chefs d'entreprise quand ils n'ont pas de RH, c'est de voir ceux qui ont des enfants, pas d'enfants. Souvent, on choisit, on fixe les vacances en fonction, ce qui est assez logique. Bien sûr. Et en effet, l'employeur tient en compte de la situation familiale quand même pour savoir qui peut prendre ses vacances pendant les périodes de vacances scolaires. Cela étant, rassurez-vous, si vous n'avez pas d'enfants, il tient également compte de l'ancienneté. Donc, vous pouvez peut-être également partir en vacances. Donc, vous partirez en vacances, Caroline? Moi, je partirai en vacances. Je repose la question au cas où on ne l'aurait pas entendu. Donc, vous ne travaillez Et pas. vous aussi? Moi, je pars en vacances. Ah, ben voilà. Évidemment, je vais partir en vacances. Et je vous remercie. Et on se revoit à la rentrée, du coup. On se revoit à la rentrée? Ouais. Ben, on se revoit à la rentrée. C'était votre dernière chronique C'était la dernière chronique avant la rentrée, tout avant à fait. La rentrée. Avant janvier. Eh ben, écoutez, c'était un vrai plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, Caroline. Et pas trop de café, pas trop de pause café, détendez-vous. Ben oui, bien sûr. Et évidemment, on parle sport. Je sais que vous aimez le sport. On va s'intéresser au sport, mais à travers le Comité national olympique du sport français et une initiative, le Club des 300, on va en parler avec sa vice-présidente, justement féminiser les instances de direction des fédérations sportives qui sont très masculines. Comment faire? Eh bien, on va en parler avec elle. C'est le Cercle RH et c'est un grand entretien. Et le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui. On va parler de sport et vous allez voir, il va être relié aux questions de diversité, d'égalité femmes-hommes et même d'emploi. Et on accueille Marie-Françoise Potreau. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vice-présidente du CNOF, le Comité national olympique sportif français, les représentants du sport olympique ici en France, en charge de Paris 2024 et de la mixité. Et ça, c'est très important. Avant de revenir sur ce club des 300, l'idée, c'est de créer de la diversité, féminiser les fédérations de sport, les entraîneurs, toute la chaîne, pour permettre aux femmes d'accéder aux postes à responsabilité dans le sport. D'abord, un petit mot sur vous. Parce qu'on n'est pas chargé vice-présidente du CNOF par hasard, championne de cyclisme, 5 Tours de France. Vous avez roulé avec Jeannie Longo. Et je vais rentrer dans le dur. J'ai revu, là, en préparant l'émission, ces phrases terribles de Madio, qui dirige aujourd'hui une très grande équipe de cyclisme, et qui, aux côtés, face à elle, face à votre coéquipière Longo, disait « Les femmes n'ont rien à faire dans le sport ». C'était hier. Hein. Et Jeannie Longo, qui est interdite, qui n'arrive pas à répondre. Et ça, c'était de votre génération et votre époque. On a quand même parcouru un peu de chemin, d'ailleurs, même si Madio a assez peu évolué sur sa position à l'égard des femmes. Parenthèse. Quand même, on a parcouru du chemin, c'est le cas de le dire. Oui, alors tout à fait. Moi, je pense je dis toujours, on est sur la bonne route. En parlant... Métaphore au cyclisme. Métaphore au cyclisme. On est dans une dynamique, effectivement, comme vous le dites, avec les Jeux de Paris 2024, que l'on veut des Jeux paritaires, donc on travaille tous sur les différents sujets. Mais effectivement, on a parcouru, je pense que c'est l'histoire, le poids de l'histoire aussi qui fait que le sport, vous savez, le sport a été construit par les hommes et pour les hommes au départ, et le cyclisme aussi, puisque le premier Tour de France en 84, que j'ai disputé, devant le Tour de France masculin, était une première qui n'a pas été pérennisée derrière. Ça s'est passé comment? Vous avez des souvenirs du regard des gens sur le bord de la route, des hommes? Comment ça a réagi? Écoutez, on entendait « Ah, mais c'est des femmes !» Donc déjà, il y avait un effet de surprise. Nous-mêmes, on s'est surprise aussi parce que pouvoir réaliser la performance de tenir l'ensemble des étapes, etc., bien qu'elles étaient beaucoup plus courtes, pour nous, c'était un vrai challenge. Voilà. Et puis, on sentait qu'il y avait les prémices, si vous voulez, d'un intéressement au sport féminin et que la voie nous était promise. Moi, pourquoi j'ai fait du vélo? Je vais vous dire, j'étais d'une famille de l'aviron. J'avais un papa qui entraînait en aviron à Aix-les-Bains et qui ne voulait pas que ses filles fassent de l'aviron. Ça commençait comme ça. J'ai fait du vélo par défaut. Ouais. Donc, il vous a donné un sport qui est aussi difficile que l'aviron, physiquement. Tout à fait. C'est pas un cadeau. Voilà, mais en tout cas, moi, je suis ravie. Très beau sport. Voilà, et après, vous savez, quand moi, j'ai voulu faire le métier d'entraîneur en cyclisme, en 92, quand je veux passer le concours de la fonction publique, cadre d'État, le concours n'est pas ouvert aux femmes en cyclisme. J'attends 96 pour pouvoir passer le concours. Les choses ont avancé, mais quand même, quand on analyse les fédérations, on va voir des chiffres, la féminisation est faible. Oui. Il n'y a pas d'entraîneurs, parce que c'est intéressant de l'entendre de la bouche de la vice-présidente du CNOF, les entraîneurs, même des équipes féminines, sont des hommes. Oui, mais c'est incroyable. Oui. Alors là encore, je crois, parce qu'on en a fait, vous savez, les métiers dans le sport, on a fait des métiers atypiques.
c'est-à-dire des métiers où il faut de la disponibilité, du déplacement à l'étranger, etc. Mais vous savez, vous pouvez comparer ça aux entreprises aujourd'hui. Exactement. Pareil, on a aménagé le temps de travail pour les hommes, mais aussi pour les jeunes hommes, pour les femmes, mais aussi pour les jeunes hommes. Et on est dans cette dynamique aussi sur les métiers du sport au féminin. 10% d'encadrement technique, 10% de femmes dans les encadrements techniques des derniers Jeux olympiques, c'est très peu. C'est pour ça qu'il faut qu'on monte ce chiffre-là. C'est pas à Paris 2024 qu'on arrivera à avoir le 50-50. Pour autant, on peut extrêmement bien progresser et puis surtout ouvrir la voie de après Paris 2024. Mais on a vu les chiffres qui passaient à 38%, ça c'est le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des fédérations. Il y a 17%, c'est le nombre de présidents de ces 17 de fédérations sur les 109 fédérations. Donc on est quand même très très loin du compte. Et 26%, c'est le pourcentage de femmes nommées dans les bureaux fédéraux. Il y a quand même du chemin à parcourir. Est-ce que, comme vous le dites si bien, le monde du sport, c'est finalement un peu le monde du travail, avec une forme de patriarcat peut-être encore plus exacerbé dans le sport ? Oui, alors tout à fait, je rejoins vos propos. Et c'est pour ça qu'aussi on s'est appuyé aussi dans ce qui se passait avec la loi dans le milieu du travail pour aussi nous enclencher. Loi Rixain notamment. Voilà, la loi Rixain, justement pour enclencher cette même dynamique. Et on sent qu'elle a pris, cette dynamique a pris. On est avec cet accompagnement des dirigeantes, cette parité après 2024 dans les conseils d'administration et les bureaux exécutifs vont évidemment changer les choses. Et puis, en plus, parce que vous parlez du nombre de femmes présidentes de fédération, mais vous savez qu'on a une seule femme présidente de fédération olympique. Hockey sur gazon, Isabelle Join, etc. Donc, qui venait pas forcément du milieu, qui avait son fils qui faisait du hockey simplement, qui est une femme qui a qui est engagée dans le club des 300, parce qu'on va en parler. Exactement, qui est une femme aussi qui a des responsabilités dans le monde de l'entreprise et qui apporte toute sa compétence à cette fédération. Dans votre parcours, et pour terminer, parce qu'on va se tourner vers le club des 300, parce que c'est vraiment intéressant de créer une dynamique officielle pour dire il faut presque, comme la loi Rixain, puisque vous l'évoquez, imposer des postes à des femmes. Quand même, vous êtes passée par le cyclisme, vous avez été directrice technique nationale, adjointe DTN, c'est un poste très important. Puis j'ai vu que vous étiez passée par le hockey sur glace. Et je me dis, tiens, c'est très étrange. Alors, vous aimez le sport, évidemment, mais vous n'êtes pas une championne de hockey sur glace. Comment ça s'est passé, ça ? Alors, écoutez, très rapidement, c'est parce que simplement, à un moment donné, j'ai eu l'ambition, et vous savez, c'est un gros mot, l'ambition pour une femme dans le sport. J'ai eu l'ambition de vouloir candidater au poste de DTN que je n'ai pas eu au niveau du cyclisme. Et donc, ça a le caractère. C'est un homme au-dessus ? Oui, j'ai claqué la porte de ma fédération. Colère, vous dites... Voilà, j'ai osé aller voir ailleurs. J'ai osé, c'est aussi un mot très fort pour une femme. Et j'ai eu la chance qu'une fédération comme la fédération de hockey sur glace... Vous a récupéré. Voilà, un président qui est de culture canadienne. Anglo-saxonne. Voilà, qui était tout à fait ouvert à justement ce traitement des femmes dans sa fédération, qui aujourd'hui a une DTN femme d'ailleurs, Christine Duchamp, avec qui j'ai collaboré. Et j'ai fait un passage qui m'a... Je dis que j'ai désappris pour apprendre. Qu'est-ce que vous avez désappris ? J'ai désappris, si vous voulez, le fait qu'il fallait absolument se dire que c'était pas parce qu'on était une femme qu'on pouvait pas. Voilà. Et puis c'est pas parce qu'on connaissait pas quelque chose qu'on n'était pas capable de vous cassez le plafond de verre, quoi. Voilà, vous dites c'est possible. Oui, c'est possible. Tout est possible. Le club des 300, c'est des sportifs, mais pas seulement. L'idée, c'est d'élargir, d'ouvrir le sport aux femmes, mais pas le sport en tant qu'activité, même s'il faut le faire. Le sport dans les instances politiques du sport. La difficulté, elle est où ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les hommes... Alors je pense évidemment au hockey sur glace, c'était une femme et puis finalement elle n'a pas tenu et de nouveau c'est redevenu un homme. Il y a plein de fédérations comme cela. Qu'est-ce qui fait que les hommes tiennent ces fédérations ? Poids de l'histoire aussi, les statuts aussi des fédérations, parce que si vous ne faites pas évoluer le pourcentage de femmes en représentativité, et c'est pour ça que donc la loi de la parité, les quotas, on peut être contre ou pour, mais n'empêche que c'est bien les quotas. C'est comme quand vous voulez perdre du poids sans balance, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut des chiffres. Donc les chiffres, c'est les quotas. L'application des quotas après 2024 fait que d'un seul coup, tout le monde se dit, il faut qu'on y aille. Comment vous faites ? Comment vous y prenez ? Alors il y a l'aspect médiatique, vous venez sur ce plateau nous en parler, vous êtes très engagé, vous avez des mots forts. Conférences de presse, on va voir des images d'événements pour faire prendre conscience de ces chiffres qu'on connaît mal sur la faible représentativité et on fait quoi après ? Alors on voit une des personnalités qui s'est exprimée, mais
Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous faites un tour de France des fédérations? Vous allez les voir? Comment on fait? Non, alors écoutez, le club des 300 femmes dirigeantes, ça a été un appel à candidature déjà, avec cette volonté d'associer les fédérations, c'est-à-dire les présidents actuels avec leur gouvernance en disant... On ouvre un accompagnement qu'on finance, nous, au Comité national olympique et sportif. Donc, c'est quand même aussi vraiment apporter quelque chose de plus aux fédérations. Mais pour autant, si vous avez des candidates à nous proposer, allez-y. Donc, il y avait plusieurs entrées possibles et c'était justement ne pas laisser les gouvernances qui sont aujourd'hui ce qu'elles sont, en leur disant, vous êtes partie prenante, faites-le avec nous le travail, de nous proposer des femmes, de façon à ce que derrière, on soit tous ensemble embarqués dans la même dynamique et ça a vraiment fonctionné. Donc, il y a un enjeu, je dirais, politique, au sens noble du terme, de permettre à des femmes d'accéder à des postes de responsabilité jusqu'au sommet de la pyramide, c'est-à-dire de piloter des fédérations. C'est trop faible. Et puis, un autre enjeu, je dirais social, sociétal, c'est l'enjeu des violences sexuelles qui ébranlent un certain nombre de fédérations. On peut les citer. Il y a eu le débat du hockey, il y a eu le débat du football, il y a eu le débat, et ça c'est très très récent. Vous dites quand même, si on met des femmes à des postes de responsabilité, et notamment dans les COMEX, les conseils d'administration, on a quand même des indicateurs différents, ça fera bouger les lignes. Mais dès l'instant où on sera sur de la mixité, on fera bouger les lignes et on fera indirectement de la prévention contre les violences sexuelles dans le sport. Pourquoi ? Parce que, comme vous le dites, des femmes dans un COMEX de direction d'une fédération va être attentive à ce genre d'encadrement, etc. Moi, je vois là, au niveau du cyclisme, je pointe aujourd'hui la féminisation de l'encadrement technique. Plus une femme entraîneur, très peu de femmes qui viennent sur les métiers de kiné pour encadrer, etc. Et donc, on est en train de mettre on a mis un indicateur. C'est intéressant ce que vous dites. Excusez-moi, pour les championnes, et vous l'avez été quand on finit un Tour de France ou une étape, et que ce sont des hommes qui massent. Exactement. Je ne sais pas comment les choses ont été vécues à votre époque, mais c'est un peu compliqué quand même. Tout à fait. Et aujourd'hui, pour autant, j'ai envie de dire, plus on aura de mixité dans l'encadrement technique, plus on va lutter indirectement contre les violences sexuelles. Parce qu'il y aura la façon dont on s'exprime devant des femmes, avec des femmes, etc. Oui, il y a l'attitude déjà. Voilà, il y a la façon dont on prendra en charge un collectif mixte. Parce que c'est ça, comment on prend en charge un collectif mixte, ça c'est important. Et je vois, moi, sur le bilan qu'on a fait de l'année avec la Fédération de cyclisme sur l'encadrement technique, on voit que la sensibilisation, c'est comment on s'adresse à des femmes quand on a des femmes dans les collectifs, voilà. Et puis mettre une femme mécanicienne aujourd'hui dans un monde d'hommes, je peux vous dire que c'est quand même rock'n'roll. J'aime le Tour de France, quand on regarde les équipes, quand les étapes se terminent, on voit les équipes techniques ou même sur les bords de route, c'est que des hommes. Voilà. Et nous aujourd'hui, on va en dehors de ce travail avec les clubs de direction des clubs des 300 femmes dirigeantes, on va travailler sur l'année prochaine sur la féminisation des encadrements techniques. Mais je reste un instant, Marie-Françoise Pottereau, sur la question des agressions sexuelles, de l'attitude. J'ai quand même le sentiment, sans que vous le disiez d'ailleurs, que le fait de mettre des femmes fera qu'on ne fermera plus les yeux sur des sujets sur lesquels on a vu des documentaires, je pense celui d'Arte notamment, sur ces jeunes filles. Il y a eu la natation, il y a plein de sports, le rugby. Des femmes feront en sorte que les hommes ne pourront plus faire semblant de ne rien avoir vu. Est-ce que c'est un peu ça aussi l'idée ? Tout à fait. Puis c'est mettre des femmes dans l'encadrement, c'est aussi s'interdire certaines postures, s'interdire certaines blagues qui font rire peut-être la gente masculine, mais pas la gente féminine. Voilà. Et puis c'est mettre tout un système préventif, si vous voulez, justement pour garantir, si vous voulez, le fait qu'on ne puisse pas aller sur ce genre de... Parce que ça commence par une petite blague, et puis après, il y a un geste déplacé, etc. etc. Et puis surtout, on n'en parle pas, parce qu'on est tellement isolé quand on est une athlète victime de violence. On est un peu quand même sous la tutelle d'un entraîneur, que ce soit la natation, le cyclisme, le tennis, il y a eu des affaires. On est un petit peu l'esclave de son entraîneur quand même. Voilà. Et puis aussi, moi je vois, parce qu'on a créé des supports pédagogiques au niveau du cyclisme pour sensibiliser toute notre communauté, on voit aussi la façon dont les gens ne pouvaient pas s'emparer du sujet par méconnaissance. Voilà. Et donc là aujourd'hui, il faut la balance. Voilà, il faut absolument apprendre à se comporter aujourd'hui dans un collectif mixte. 84, premier Tour de France, on vous découvre sur un vélo, on est un peu étonné. Là, aujourd'hui, vous portez un combat, parce que c'est une cause et un combat. Comment on vous regarde ? L'empêcheuse de tourner en rond, la femme à fort caractère, celle qui... C'est un peu ça, quand même, ce que vous faites là. Alors, écoutez, l'empêcheuse de tourner en rond, non. La femme à fort caractère, oui. Je crois, ma fédération vous en parlerait, parce qu'à un moment donné, il faut être une combattante.
quand vous êtes dans l'arène, je parle de l'arène, à une époque, c'était être dans l'arène et de combattre. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, et combattre face à des hommes qui vous regardent du coin de l'œil en disant écoute, ça suffit tes histoires de femmes, c'est ça. Exactement. Et pour autant, aujourd'hui, bon, avec un peu plus d'âge, donc un peu plus de sagesse, mais aussi parce que la communauté a évolué et qu'on n'a plus besoin d'être vraiment dans cette bagarre, mais plutôt d'essayer de collaborer ensemble. Moi, je vois la différence, puisqu'on parle de mixité, je vois comment on embarque la communauté masculine à travailler ensemble et non plus être dans un combat. Parce qu'à un moment donné, on venait prendre leur place. Ben c'est un peu ça ma question, c'est que tout d'un coup les hommes s'accrochaient à leur fauteuil parce que c'est quand même des postes à responsabilité, à pouvoir, président de la Fédération française de football, de tennis, enfin ce sont des postes éminents, on voyage, mais oui, il y a des enjeux politiques finalement. Oui, et puis, oui, il y a beaucoup d'enjeux politiques et donc on était des concurrentes, on est des concurrentes, mais moins aujourd'hui parce que d'abord il y a aussi cette évolution sociétale chez les jeunes hommes qui voient, si vous voulez, l'enjeu d'un poste à responsabilité différent de celui qui pouvait exister il y a quelques années en arrière. Deux sujets, la formation quand même, et puis un mot sur ça bouge ou pas dans les fédérations, parce que là les JO 2024 c'est demain, quand on tend le bras, c'est dans un an et demi. Écoutez, le Club des 300 en est l'exemple, ça bouge. Tout le monde est sur le sujet. Comment gouverner autrement après 2024 avec une parité? Ça bouge. Et puis avec des présidents de fédération qui s'engagent et qui sont plus dans ces combats d'hommes-femmes, mais qui se disent de toute façon on va gouverner avec. La télévision, la retransmission de certains événements, il y a le Tour de France, il y a les matchs de football qui sur certaines chaînes sont transmis féminins, c'est du très beau football. Exactement. Et ainsi de suite, fait que des sports qui n'étaient pas destinés aux jeunes filles, même parfois aux enfants, les filles vont faire ce sport et ça se passe très bien. Et le rugby notamment aussi. La formation, j'ai vu que vous enclenchiez, parce qu'il faut aussi faut venir sur les plateaux de télé, mais il faut aussi former. Ça consiste en quoi ces programmes de formation? Comment vous accompagnez par la formation? C'est de l'éveil, c'est de la pédagogie, c'est de l'explication? Alors c'est à la fois, si vous voulez, des modules d'accompagnement à la prise de responsabilité, mais surtout un travail, si vous voulez, sur soi. C'est-à-dire oser se faire confiance, oser prendre la parole en public, etc. Donc tous des outils qui sont dans le management. Voilà, c'est des outils de management qu'on met au service de cette formation de dirigeante avec Olbia qui nous accompagne sur ce sujet. Je suis très très contente parce qu'on construit ensemble la programmation et parce que moi, vous savez, à un moment donné, j'ai été chahutée dans ce parcours. Bah oui, vous l'avez évoqué. Vous êtes revenu comme à la Fédé de cyclisme là. Voilà. Il y a des portes qui sont réouvertes. J'ai fait une formation de coach. Parce que je voulais savoir ce qui se passait, si c'était moi ou si c'était les autres. Et je dis toujours, j'ai des appris pour apprendre sur moi. Et là, c'est ce que je veux mettre au service de ces dirigeantes, pour justement qu'elles apprennent sur elles et qu'elles osent aujourd'hui engager la responsabilité. Vous l'avez utilisé 2 fois cette expression, j'ai appris à désapprendre, c'est-à-dire quand les femmes, pour certaines d'entre elles, ont ce plafond de verre, se limitent, se limitent intellectuellement. Mais aussi parce que l'éducation que j'ai reçue dans une famille où on était... De sportifs quand même, déjà vous avez une ouverture sur le sport. Voilà, mais je pense que c'est, et avec tout le respect que je dois à mes parents, mais on a été éduqués d'une certaine manière. T'es une fille, tu feras ça, tu feras ce métier-là, mais pas celui-là, etc. etc. Et quand je dis que j'ai désappris pour apprendre, oui, parce que il fallait que je me sépare de ces clichés pour dire que je pouvais, en tant que femme, m'autoriser des choses. Si c'était à refaire, Marie-Françoise, vous le referiez? Parce qu'on a le sentiment quand même qu'à travers le sport, votre engagement dans le sport, les efforts que vous avez faits aussi, parce que c'est un sport difficile, ça vous a construit. Ah oui, tout à fait. Moi, je dis que le sport m'a construit, a fait aussi ma carrière. Et j'ai envie de dire que moi, je suis quelqu'un de passionné. Je pense que je le démontre bien. Mais voilà, je suis une passionnée et je sais que ce que j'engage aujourd'hui, j'y crois vraiment. Parce que vous savez, quand vous vous engagez dans quelque chose, c'est comme quand vous voulez gagner une course, il faut y croire déjà que vous pouvez la gagner. Ça se passe, c'est dans la tête. Voilà, exactement. Et ça, c'est aussi ce message que je fais passer à toutes ces femmes. C'est il faut croire qu'on peut gagner, on peut y aller, et parce qu'on a notre place, c'est ça aussi. Et puis il y a quand même dans ce que vous nous racontez quelque chose de l'ordre du patriarcat plus ancré qu'ailleurs encore dans le sport, et vous dites il faut maintenant que ça bouge, quoi. Oui, et une chose que je voudrais rajouter, c'est que c'est aussi créer à côté de ça un réseau féminin. Vous savez, on réseaute beaucoup dans les entreprises, etc. On ne l'avait pas du tout dans le sport, et je leur dis toujours, la force est dans la meute.
Donc c'est ça ce réseau que l'on doit créer. Se parler en interfédération, c'est dans le sport très différent, mais finalement les problématiques sont les mêmes. Mais on l'a vu sur la journée en présentiel où elles étaient toutes là, mais c'était une résonance extraordinaire, il y a eu de l'émotion et je crois que c'est ça qu'on est en train de marquer, si vous voulez, l'histoire, la transformation du sport en termes de gouvernance, en termes de gestion. Et puis même d'équilibre intérieur, parce que le sport, il faut quand même le rappeler, au-delà de tous ces enjeux politiques, c'est la vie. C'est l'entraînement, c'est le courage, c'est l'abnégation, c'est l'envie de gagner, c'est l'ambition. Oui, et puis le sport, moi je dis encore une fois, ce réseau féminin, c'est qu'on s'ouvre aussi au réseau dans les entreprises et on échange. Aujourd'hui, j'ai pris énormément de contacts avec les réseaux féminins dans les entreprises pour travailler ensemble, parce que c'est les mêmes problématiques. Bien sûr. Et donc, on a tout intérêt d'échanger, de pouvoir se donner des bonnes pratiques pour gagner du temps, en fait, quelque part. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. C'est très rafraîchissant. Et puis, c'est important ce que vous faites, le Club des 300. Il y a un site, évidemment. Allez sur le CNOSF, le Comité national olympique du sport français, pour en savoir plus, si vous voulez vous connecter, si vous voulez rentrer dans ce réseau, dans cette communauté qui fait bouger les lignes. Merci Marie-Françoise Potreau, vice-présidente du CNOFS, et puis championne de cyclisme, passée par le hockey sur glace sans jamais avoir tenu une crosse. On est d'accord. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille tout de suite notre invité. Et on termine par Fenêtre sur l'emploi pour parler, alors c'est un sujet dont on parle beaucoup, de la cohabitation des différents types de contrats et de statuts dans l'entreprise, puis avant c'était CDD, CDI, et là ça s'est un peu complexifié et on en parle avec Mathilde Lecause. Bonjour Mathilde. Bonjour. DRH de Mazars. Et vous êtes la présidente du Lab RH avec une étude passionnante sur, vous avez évidemment expertisé, analysé à travers des entreprises le nombre de contrats. Alors, il y en a combien aujourd'hui? Je disais CDD, CDI, c'est le classique. Aujourd'hui, il y a 1 million en France de freelancers, 10 millions en Europe. Alors, quand on parle freelancers, on va vraiment être sur les prestations plutôt profil col blanc, prestations de services, marketing, finance, web, profil tech, etc. Donc, on ne parle pas de la gig economy, qui est vraiment l'industrie, le cumul de petits Mais boulots. il y a plein de questions qui découlent, des questions juridiques, des questions sociologiques. Ça vient d'où? C'est les employeurs qui, j'allais dire, pour des raisons très fiscales, de charges, d'organisation de leur entreprise, sont plus à même à prendre des prestataires pour ne pas avoir à gérer, je dirais, la partie comptable et le rapport de subordination, ou ça vient de la base et les salariés disent, nous, on ne veut plus être salariés. En fait, effectivement, aujourd'hui, c'est à la fois conjoncturel et structurel. C'est ce qu'on analyse avec le Lab RH et Malte. On est tous les trois sur cette enquête. Malte étant le leader européen et qui a presque 1,5 million de ses freelances justement à bord de leur plateforme. Ce qu'on voit, c'est que depuis le Covid, il y a une explosion des personnes qui vont vers ce statut-là. Parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a aussi une fuite parfois des entreprises dites traditionnelles. C'est-à-dire que je pense que ça va venir répondre aussi à des nouvelles attentes sociétales, d'émancipation, de liberté, de sens, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est pas qu'un sujet conjoncturel de c'est difficile de recruter et donc faisons appel à des freelances, c'est que même si on a envie de recruter, ces talents-là n'ont pas envie d'être embauchés en tant que salariés. Nous sommes d'accord, et donc la vérité est un peu entre les deux. Exactement. C'est-à-dire qu'à la fois l'entreprise se retrouve en difficulté, mais elle a aussi des salariés face à elle, en l'occurrence des prestataires, qui disent je ne veux plus être salarié. Et je veux être prestataire. C'est quoi les avantages? Parce que Malte, évidemment, les porte, les accompagne. Alors, il y a plusieurs avantages. Je pense que déjà, pour l'individu, il y a cette notion, et ça veut dire beaucoup de choses, de dire, je veux plus bosser pour un boss, mais pour un client. Mais au sens serviciel, en fait. Je veux être au service d'eux. Je pense que ça repense le... Voilà. Je remplis une mission, il faut que je la remplisse bien. Parce que je pense qu'elle a de la valeur, et elle a de la valeur à mes yeux, mais pas parce qu'on me l'exige. Et c'est aussi comment le salariat, peut-être, s'est transformé en lien de subordination, parfois privatif de choses. On a déjà fait, par exemple, le sujet, c'était de faire sauter les notions d'exclusivité. C'est le fameux phénomène des slashers, qui fait que des gens qui peuvent être salariés et auto-entrepreneurs. Exact, voilà. le cas... Ce qui était un début, ce qu'on fait chez Mazars depuis plusieurs années, justement, pour attirer et retenir nos talents. Et aujourd'hui, on a des collaborateurs qui disent, maintenant, je veux continuer à travailler chez vous, pour vous, mais sous un autre mode de collaboration qui va me permettre, quelque part, de reprendre un peu aussi le pouvoir sur ma gestion du temps, c'est-à-dire un meilleur équilibre. Et je peux entendre aussi certains gens qui disent, voilà, je veux pouvoir choisir quand je travaille,
la flexibilité, temps, espace, et surtout pour qui ? C'est-à-dire pour quel client final ? À l'heure où on cherche à travailler pour des entreprises responsables à mission, et bien aussi avoir le choix de son client, c'est aujourd'hui un véritable enjeu pour ces personnes. Je me réapproprie mon espace-temps, mais aussi philosophiquement les entreprises pour lesquelles je travaille. Exactement. Et là, j'ai pas le choix quand je suis salarié dans un rapport de subordination. Non, et en tous les cas, surtout dans un cabinet de conseil, quelque part on aimerait, mais ils n'ont pas toujours le choix des clients pour lesquels ils vont intervenir. Et je pense qu'aujourd'hui c'est une vraie quête des collaborateurs. Il y a l'étude que vous évoquez, Malte, Mazars, mais vous, votre cabinet Mazars, vous êtes la DRH, ça représente quoi, un casse-tête où vous dites il faut qu'on évolue et que nos consultants aujourd'hui soient tout à fait libres de me dire je ne veux pas être en CDI chez vous, je veux être en prestat. C'est plus compliqué pour la DRH ça quand même. Alors oui, je pense que le sujet, et c'est ce qu'on démontre dans le rapport, c'est que jusqu'à maintenant c'était peu un sujet pris par les RH, plutôt par les directions des achats. Et moi je suis convaincue que c'est un sujet RH. On est en tant que DRH on a pour mission d'être stratège de la gestion des compétences. Et aujourd'hui on doit aller là où elles se trouvent. Si c'est aussi dans ce vivier de collaborateurs en tant qu'indépendants, on doit les adresser pour penser l'entreprise davantage hub de compétences. Et ce qui est intéressant, c'est aussi redéfinir ce qui fait entreprise. Est-ce le lien de subordination ou l'envie de partager une mission commune ? Et moi, je crois beaucoup plus à cette notion d'envie et d'engagement. Mais c'est une manière très disruptive de regarder l'entreprise, pose quand même en toile de fond des difficultés d'organisation, parce que le salarié en prestat ne bénéficie pas, je dirais, des éléments sympas de la boîte, d'un côté. Et puis, on n'a rien à lui dire. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, hormis le fait qu'il soit dans l'obligation de remplir sa mission, pour le reste... Tout à fait. Alors c'est vrai, mais on ne va plus engager, par exemple, ces indépendants par le contrôle. Souvent, moi, on me dit, mais qui me dit comment je vais avoir le contrôle ? Mais parce que avoir des salariés, c'est avoir le contrôle sur les gens ? Je ne pense pas. C'était pour protéger les intérêts, et ça s'est parfois renversé. Je vais contrôler. Et donc, c'est en ça, cette recherche d'émancipation, elle est normale. Oui, c'est un vrai casse-tête, parce qu'il y a deux sujets. Il y a le droit du travail, quand même, n'oublions pas. Il faudrait peut-être revoir un petit peu. Voilà, de requalification, mais ces personnes ne veulent pas être qualifiées. Mal, vous le direz mieux que moi. Je pense qu'ils ont connu aucun cas de requalification sur les indépendants qu'ils mettent à disposition des grands groupes. Donc ils s'y épanouissent, pour le dire simplement, ils s'épanouissent dans ce statut. Ils s'épanouissent sur ce statut. Alors c'est vrai que ce sont souvent des gens qui interviennent sur des domaines en plein emploi. On est aussi d'accord. Mais beaucoup maintenant, la tech, le numérique. Exactement, même les RH, les finances aujourd'hui. On a beaucoup plus de demandes de jobs à proposer que de candidats. Mais pour autant, il ne faut pas dire que c'est purement conjoncturel dû au marché du travail. Il y a une vraie attente de fond et qu'on doit entendre parce que c'est aussi une manière de répondre à nos salariés qui doivent vivre la même chose et qui, eux aussi, en tant que salariés, sont en quête de plus de liberté, d'émancipation et de posture managériale aussi, je pense, beaucoup plus responsable vis-à-vis des équipes. Mais avant de nous quitter, alors, ce rapport, il faut le lire, il faut s'y intéresser, vous les RH, parce que c'est vraiment typiquement un thème Smart Job, mais vous dites quand même, vous, experte, Lab RH par ailleurs, il faut que le code du travail s'adapte à tout cela, parce qu'on est sur un code du XXe siècle, et vous nous dites qu'il y a plus d'un million d'indépendants qui sont très heureux chez Malte, et quand ils vont à la banque, ils n'ont pas d'accès au... Donc il y a plein de problèmes quand même. Tout à fait. Je pense que ça, c'est une vraie évolution parce que sociétale. Et donc le droit du travail, bien sûr, doit protéger aussi un certain nombre de personnes dans certaines situations, mais ne doit pas englober tout le monde dans les mêmes situations. Je pense qu'il y a des cas différents et s'ouvrir un petit peu là-dessus et notamment prévoir qu'est-ce qu'on fait en termes de retraite, de sécurité sociale, d'accès aux prêts bancaires. Tout ça est à penser parce que c'est vraiment un mouvement de fond. Oui, parce que vous soulevez, on n'a plus le temps, mais c'est le modèle social français adapté aux salariés qui doit être aussi élargi aux indépendants qui ont besoin de pouvoir se payer l'hôpital, pouvoir accoucher dans des conditions optimales. Lisez ce rapport, c'est vraiment tout le fond et la révolution qui est en train de se faire depuis quelques années maintenant. Oui, le Covid ayant peut-être accéléré l'affaire. Effectivement, et le travail à distance. Évidemment. Merci Mathilde Merci Lecoz, beaucoup à vous. DRH de Mazars, présidente du Lab RH. Allez voir ce rapport, lisez-le. Il faut s'en emparer de ce rapport. Il faut que les lignes bougent. L'émission est terminée. Merci à vous Mathilde. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur Théo. Merci à Saïd pour le son. Merci à Nicolas Juchat et merci à Lily pour l'accueil invité. Je serai là demain si tout va bien. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.